Bonjour madame, qu'est-ce que je vous sers? Un café, s'il vous plaît. Ça marche? Se soigner avec des ressources naturelles, beaucoup de personnes ne jurent que par ça. Aujourd'hui, Aurélie, naturopathe, nous parle de ce métier pas encore totalement connu et de sa vie de mannequin. Tu as envie de changer ta façon de faire, d'impacter le monde, mais tu ne sais pas comment y arriver. Je suis Tia Brown-Sugar, touche à tout, qui pense que les gens qui brillent n'éteignent pas les autres. Et autour d'une tasse de café, je t'emmène découvrir ces étoiles. Des gens qui, à travers leur parcours et leur histoire, partagent d'autres façons de vivre, de faire, de consommer, de penser, mais surtout changent les choses. Bienvenue dans ma pause café avec Tia. Bonjour Aurélie. Bonjour Tia. Merci de prendre cette pause avec moi. Eh bien écoute, je suis ravie de la prendre avec toi. Est-ce que toi, tu es plutôt thé ou café? Alors, je suis plutôt l'un et l'autre en fait. J'aime beaucoup le thé, j'aime beaucoup le café et j'aime bien diversifier les choses. D'accord, très bien. Alors moi, je suis plutôt café, donc on va se dire que ce matin, on se prend une tasse de café. Allez, on fait ça. Ok. Alors, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Eh bien, je m'appelle Aurélie, voilà, sans surprise. Voilà. Et j'habite à Paris depuis à peu près 7 ans. Avant ça, j'ai grandi dans les Antilles, en Martinique, plus précisément. Et je professe la naturopathie et le mannequinat en ce moment. Voilà. D'accord, très bien. Alors, on va parler de tes deux métiers et je trouve ça trop bien quand on arrive à jongler avec deux passions, deux métiers. Je trouve ça trop bien parce que souvent, les gens pensent qu'on ne doit faire qu'une chose et être enfermé dans une case. Et toi, justement, tu vas nous montrer que non, on peut faire plein de choses en même temps et ça va être très sympa. Exactement. C'était le but depuis mon plus jeune âge de ne pas faire qu'une seule chose parce que je pense qu'on n'est pas bon que dans une seule chose. Je suis totalement d'accord avec toi. Alors, on va commencer par la naturopathie. Alors, moi, j'en ai entendu parler vaguement depuis quelques temps. J'ai fait quelques recherches et la naturopathie est reconnue par l'OMS et par l'UNESCO comme la 3e médecine traditionnelle mondiale après les médecines traditionnelles chinoises et ayurvédiques. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste cette pratique? Alors, la naturopathie, de manière générale, donc c'est une médecine qui se veut holistique, c'est-à-dire qu'on prend en compte l'ensemble du corps humain. Ouais. Et on vient se baser, donc, comme son nom l'indique, sur des remèdes dits naturels. Donc, on a plusieurs techniques justement pour aider la personne à aller vers son état de vitalité optimal. Et voilà, donc la naturopathie, c'est une médecine douce parce qu'on n'utilise pas effectivement de médicaments. En fait, on n'est pas symptomatique, on ne vient pas réparer la maladie, on vient réparer le corps dans son ensemble pour l'aider à s'échapper de la maladie. Voilà. D'accord. Et ça, c'est super intéressant parce que quand on compare avec la médecine, on va dire traditionnelle, on va d'abord soigner. La première chose qu'un médecin va faire, c'est soigner le problème tout de suite, quoi. Il va peut-être pas chercher à comprendre en amont ce qui s'est passé. Par exemple, j'ai une grippe, j'ai le nez qui coule, on va soigner l'écoulement nasal. Alors que la naturopathie, si j'ai bien compris, on va d'abord chercher à comprendre d'où vient le problème. C'est ça? Exactement, c'est exactement ça. Les deux médecines sont complémentaires justement parce que quand il y a un symptôme qui est déjà en place, donc une maladie, c'est vrai que parfois il faut venir apaiser en urgence. Et c'est là où la médecine dite traditionnelle est importante parce qu'il faut traiter le problème tout de suite. Mais la médecine douce, qui est la naturopathie, justement, elle va venir traiter la cause de la cause de la cause de la cause et venir justement réparer le fond du problème pour que cette maladie ne revienne plus ou en tout cas qu'elle soit atténuée ou approchée d'une façon différente. Voilà. D'accord. Mais ça, je pense que ça peut être intéressant de le noter parce que, par exemple, je te prends le cas de quelqu'un qui est malade depuis très longtemps, qui a essayé la médecine traditionnelle et qui n'arrive pas à se soigner. Finalement, ce serait peut-être une bonne idée de passer par la naturopathie pour essayer de comprendre d'où ça provient. Exactement. D'ailleurs, je rebondis sur un point. Je pense que la médecine la plus connue, donc celle
voilà, celle qu'on connaît depuis toujours, en tout cas notre génération. Je ne dirais pas que c'est une médecine traditionnelle, je dirais que c'est une médecine allopathique. Donc la médecine allopathique, c'est vraiment celle qui va venir soigner effectivement le symptôme. Donc c'est vrai que c'est intéressant voilà, de pratiquer de consulter à la fois un médecin allopathe et à la fois un médecin dit thérapeute pour pouvoir régler les deux problèmes, c'est-à-dire le terrain et le symptôme en lui-même. Parce qu'effectivement, un naturopathe, et il faut le dire, ne va pas venir traiter le symptôme. Et c'est d'ailleurs là où il faut faire attention, parce que quand on vient voir un naturopathe, il y a des dérives dans tous les métiers. Il y en a également en naturopathie. Un naturopathe qui voudra faire de la médecine allopathique avec du naturel, ça ne sera pas un naturopathe dans son sens propre. Parce que nous, on ne vient pas traiter un symptôme, on vient traiter un terrain. D'accord. Et ça se passe comment, en fait, concrètement? Quand on vient te voir, ça se passe comment? Alors, la première consultation, elle peut être extrêmement longue parce qu'on peut revenir jusqu'à la petite enfance. Parce que justement, d'accord, comme on traite la cause de la cause de la cause peut avoir été générée justement dans la petite enfance. Donc, la première consultation, donc c'est une première approche avec le client. Alors, nous ne pouvons pas dire patient pour ce qui est naturopathe, donc c'est pour ça que j'emploierai le mot client et non pas patient. D'accord. Donc, la première consultation est toujours beaucoup plus longue que celle d'après, qui dure généralement entre 1 heure et 1 heure et quart grand maximum, parce qu'il y a cette prise de contact qui peut être très longue pour comprendre en fait d'où vient le problème. Et parfois, les clients qui viennent me voir viennent avec une problématique, et en fait, il s'avère que la problématique première n'est pas celle qu'ils pensaient. Et donc ça, c'est quand même très intéressant, et c'est pour ça que la première consultation est très longue. Alors, comment ça se passe concrètement? Je reviens en arrière donc, sur tous les problèmes de santé que la personne a pu avoir, sur le cadre de vie et sur l'hygiène de vie que la personne a actuellement ou celle qu'elle a pu avoir dans le passé. C'est pour ça que c'est très, très long. Ouais. Et avec tous ces éléments-là, j'essaye de proposer quelque chose à mon client qui lui permette d'aller vers une hygiène vitale, une hygiène de vie qui va plus vers sa vitalité à lui. Et c'est pour ça que c'est une médecine qui est très, très personnalisée, parce que justement, on s'adapte en fonction de tous les éléments que l'on a, qui sont riches, parce qu'une personne vient avec un lourd bagage, généralement. Voilà. D'accord. Donc, un traitement, par exemple, que ma sœur prendrait, ne serait peut-être pas adapté à moi parce qu'on est totalement différentes, même si c'est ma sœur. Il ne serait concrètement pas du tout adapté à toi. Voilà, parce que effectivement, même si c'est ta sœur, même si effectivement il y a des liens familiaux ou une éducation partagée, vous avez un terrain qui est totalement différent. Chaque personne est unique. D'accord. Donc ça, c'est vraiment à garder à l'esprit, parce que des fois, on a tendance, même pour les médicaments, des fois, on a tendance à piquer le médicament du conjoint, des enfants, en se disant, bon, j'ai ce symptôme-là, peut-être que ça va passer, mais finalement, on en revient aussi à ce que tu dis. On est tous différents et il faut faire attention à ce qu'on prend et à la façon dont on traite la maladie. Exactement. Surtout que la naturopathie, et c'est ce qu'on disait au départ, c'est que comme c'est une médecine de terrain, c'est une médecine qui va venir plutôt être préventive. C'est une médecine de toute façon préventive quelque part. Donc, l'intérêt de cette médecine, c'est justement de ne pas donner le même schéma à tous, puisqu'on le sait, quand on donne un médicament allopathique, on vient par exemple, si j'ai mal à la tête, on va prendre du Doliprane. Mais le Doliprane, il ne va pas s'accorder à tout le monde de la même façon. Mais malheureusement, c'est un médicament avec une formule unique qui va venir effectivement traiter le mal de tête. Voilà. Ouais. Et chaque corps qui aura ingéré ce Doliprane, par exemple, ne va pas réagir de la même façon. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont très bien l'éliminer, comme il y en a d'autres qui ne vont pas du tout bien l'éliminer, même s'il aura son action de réduire la douleur. Voilà. Donc l'idée de la naturopathie, c'est de venir décharger justement ces toxines qui sont accumulées par ces médicaments qui ne sont pas inutiles, parce que moi je suis pour l'allopathie. Donc il va venir décharger ces toxines. Donc la naturopathie va aider à ça, mais également, l'idée de la naturopathie, c'est d'enlever les surcharges, alors que l'idée de l'allopathie, c'est de venir traiter un point qui peut surcharger le corps. Voilà.
D'accord. Et moi, je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure. J'ai été voir un ostéo en début d'année Mhm. et j'ai été pour une cause. J'avais un mal de cou affreux. Je pouvais pas tourner le cou. J'avais hyper mal. Donc moi, j'y étais en me disant, il va me soigner le cou. Et en fait, il a trouvé que j'avais un problème de mâchoire. Et c'est vrai que des fois, quand tu vas voir un thérapeute, tu y vas pour quelque chose et en fait, on va te soigner totalement autre chose parce que finalement, c'est des petits maillons qui vont s'embriquer, qui vont faire que ça va grossir, mais c'est peut-être pas, comme tu disais, le mal initial. Exactement. Bah, l'ostéopathie, de toute façon, toutes ces médecines, c'est des médecines globales. Donc effectivement, ça revient exactement à ce que je te disais au début, c'est que en fait, on est un peu des inspecteurs du corps humain et on cherche, même si le client vient avec une idée propre, nous, on va chercher, grâce aux éléments qu'il nous donne, si le problème ne vient pas forcément d'ailleurs. Voilà. Donc oui, D'accord. pour le coup, ça rejoint bien les techniques naturopathiques. La naturopathie peut s'exercer dans de nombreux domaines. Et toi, quelle est ta spécialité? En quoi consiste-t-elle? Alors, je pense que, comme tout métier, même si on peut être polyvalent et extrêmement bon dans plusieurs domaines, je pense que voilà, on ne peut pas être bon dans tous les domaines. Et la naturopathie, c'est quand même assez large parce que justement, comme on a un inspecteur de terrain global, voilà. Mais chaque spécificité du corps, on va dire, chaque maladie ou voilà, chaque problématique, en fait, je pense à ses spécialistes. Et moi, j'ai Ouais, toujours été fascinée depuis toute petite par la peau. Donc, j'ai d'accord. d'ailleurs entamé une première année de médecine voilà, j'ai arrêté après la première année pour diverses raisons. Et, du coup, je voulais évidemment devenir dermatologue. Et donc, quand j'ai repris la voie des études de santé et que je me suis mis en naturopathie, je me suis demandé si je pouvais éventuellement faire quelque chose qui pourrait s'emboîter avec la peau tout en ayant les techniques naturopathiques. Et voilà, je pense que j'ai réussi à le faire. En tout cas, ça commence bien, on va dire. Et donc, j'ai professé avec une grande dame, une biochimiste qui s'appelle Joëlle Sioko, Mhm. qui m'a appris énormément de choses sur l'organe peau et sur la cosmétique en elle-même, qui est vraiment très très riche. Et ça m'a permis justement de faire un lien entre ma formation initiale de naturopathe et ce qui est de la dermocosmétique et de l'organe peau en lui-même. Donc aujourd'hui, je suis naturopathe spécialisée dans la peau. Donc c'est-à-dire que quand les gens viennent me voir, c'est généralement pour une problématique dite cutanée. Et je viens aider donc la personne à faire en sorte que sa peau retrouve une santé optimale, et ça passe la plupart du temps par l'interne. D'accord. Je vais revenir sur ça, mais comment on fait pour devenir naturopathe? Parce que j'ai regardé beaucoup de vidéos j'ai regardé beaucoup d'articles où on trouve pas mal de formations sur Internet. Est-ce que toi, c'est comme ça que t'es devenu naturopathe ou est-ce que pas du tout? Faut aller dans des écoles? Comment ça se passe? Alors, il y a plusieurs écoles effectivement de naturopathie en France. Il y en a qui sont effectivement possibles de pratiquer en ligne parce que ça reste une formation pour l'instant, puisque nous ne sommes pas un diplôme d'État. D'accord. Moi, j'ai pratiqué au Sénato. Enfin, j'ai fait ma formation au Sénato, qui est une des écoles les plus reconnues, avec ISUPNAT à Paris. Voilà, puisque le grand directeur du Sénato, c'est Monsieur Daniel Kieffer, qui est un des pionniers de la naturopathie. Et voilà, donc moi j'ai préféré le faire dans une école, ma formation, parce que j'avais besoin d'être encadrée, j'avais besoin d'un peu de pratique. Et effectivement, en ligne, c'est plus compliqué d'avoir de la pratique. Et Ouais. voilà, donc moi, si j'avais un conseil à donner aux personnes qui souhaitent faire naturopathie, être naturopathe, ce serait plutôt de faire une école qui n'est pas en ligne, si c'est possible, et de le faire dans une école voilà, réelle, enfin on va dire, voilà, Ouais, en pas en présentiel. ligne en tout cas. Voilà. Ouais. Ouais. Parce que je pense que pour devenir un bon naturopathe, il faut quand même avoir des études cliniques. C'est comme les médecins, quelque part, même si ce sont deux pratiques totalement différentes. C'est quand même la partie clinique qui est intéressante, parce que ça te permet de te mettre vraiment en situation face à un client. D'accord. Ok.
Donc, plutôt en présentiel dans une école que sur Internet. Exactement. Sauf si on ne peut pas faire autrement. Exactement, voilà. C'est mon conseil. Et de faire attention, si je pouvais rajouter quelque chose, Bien sûr. c'est qu'on a une fédération. Alors, on n'est pas un diplôme d'État, mais on a quand même une fédération donc les écoles justement qui sont affiliées à cette fédération sont reconnues en fait un petit peu plus que les autres, puisque si jamais la naturopathie devient un jour un diplôme d'État, ce seront uniquement ces écoles qui seront justement reconnues. Donc les diplômes qui sortiront de cette école qui seront reconnus. Donc notre fédération, elle s'appelle la FENAMAN, et après notre diplôme de naturopathe, on doit d'ailleurs passer le diplôme de la FENAMAN, voilà, pour avoir ce double diplôme, donc le diplôme de naturopathe et le diplôme de la FENAMAN qui nous affilie à notre fédération. Voilà. D'accord, ok. Donc tu disais tout à l'heure que la naturopathie passait par, en tout cas la beauté de la peau passait par l'intérieur. Est-ce que tu peux développer? Ça veut dire quoi? Alors, ça veut dire plusieurs choses. Donc, premièrement, on le sait bien, l'organe peau, c'est un petit peu le miroir de l'intérieur. Pas toujours, c'est vrai. Donc, il y a on va dire qu'il y a des injustices. Il y a des gens qui mangent extrêmement mal et qui pourtant n'ont pas un bouton, de l'eczéma, ils n'ont absolument rien. C'est injuste. Voilà, c'est très injuste, je l'accorde, mais c'est vrai. Mais je pense que même si ces personnes n'ont pas d'eczéma et de boutons pour le moment, ce sont quand même des personnes qui s'encrassent et qui un jour justement sont peut-être amenées à avoir ce genre de choses-là. Donc l'idée que la beauté de la peau passe par l'intérieur, c'est qu'un corps sain va justement refléter une peau saine. Donc il faut avoir une bonne hygiène de vie. Des fois un problème de peau vient d'un organe. Par exemple, quand le foie traite mal justement le gras, voilà, eh bien justement on peut avoir des déchets qui ressortent par l'organe peau, qui est un organe, un émonctoire également. Donc ça permet d'évacuer les toxines, cet organe. Donc quand le foie ne traite pas suffisamment bien, la peau peut prendre le relais, par exemple, etc., etc. Donc la peau est un organe relais quand les organes internes ne font pas bien leur travail. Donc c'est pour ça que c'est important de traiter l'interne pour éviter que la peau soit surchargée et donc créer des petites maladies de peau ou des petites imperfections, etc., etc. Voilà. D'accord. Et le deuxième point, vas-y, on a un, ce n'est pas que justement la santé des organes, c'est également, et on le sait bien, un problème d'ordre psychologique. C'est-à-dire que quand on n'est pas bien à l'intérieur de soi, quand on n'est pas bien avec soi-même, donc c'est plutôt de l'ordre psy, la peau est un organe qui reflète ces problèmes psychologiques. Donc c'est pour ça qu'on dit aussi que voilà, la peau c'est quelque chose de très interne et voilà, c'est parce qu'il y a aussi un problème. Moi je me suis rendu compte que dans 80% de mes consultations, le problème ne venait pas forcément de l'alimentation ni de l'exercice physique ni autre, c'était souvent des problèmes de stress, des problèmes psy en fait, de façon générale. D'accord. Ouais. Et en venant te voir, tu arrives justement à déceler si c'est un problème, par exemple, de nourriture, une mauvaise consommation d'aliments, ou si c'est un problème plutôt psychologique. Alors, il me faut plus d'une consultation pour arriver à ce genre de constatation, mais effectivement, au fur et à mesure des consultations, on décèle quand même le fait que la chose peut être très, très interne. On n'est pas psy, le naturopathe n'est pas psy, mais comme tous les métiers thérapeutiques, et même les médecins en tant que tels, on fait énormément de social et on fait énormément de psy quelque part. Donc, c'est vrai que c'est un plan qu'on ne peut pas négliger quand on devient thérapeute. Voilà. D'accord. Et si on parle de l'hygiène de vie, pour toi, une bonne hygiène de vie, des plus simples, quelque chose que l'on peut appliquer au quotidien et que tout le monde pourrait faire, c'est quoi? Alors, c'est difficile comme question. Je pense que c'est même la plus dure. Oui, parce que justement, cette question va un petit peu à l'encontre de l'idée de la personnalisation, de l'individualisation. Je pense que une bonne hygiène de vie, c'est celle qui s'accorde. Alors, ça va être très large comme réponse, forcément.
c'est celle qui s'accorde le mieux à notre hygiène vitale, enfin à notre vitalité. Pas à notre hygiène vitale, à notre vitalité, c'est-à-dire que chaque individu a une constitution bien particulière et en fait, l'amener vers une bonne hygiène de vie, c'est l'amener justement vers ce qui va justement faire en sorte de booster sa vitalité ou en tout cas la maintenir pour qu'il vieillisse bien, en fait, pour que l'organisme vieillisse bien. Donc c'est très difficile. Je pense que je pourrais répondre de façon bateau en disant il faut bien manger, mais bon, que veut dire bien manger c'est large. Il faut avoir une activité physique, mais c'est encore très large parce que tout le monde ne peut pas avoir la même activité physique, etc., etc. Donc, c'est pour ça que nos métiers existent et qu'il y a autant de spécialités aussi. C'est pour justement amener l'individu à ce qu'on appelle une bonne hygiène de vie en fonction de son organisme à lui. D'accord. Mais tu vois, je te pose cette question parce que justement, on est dans un mode de vie, notamment avec les réseaux sociaux, où on a tendance à se comparer aux autres et à vouloir faire ce que les autres font en pensant que ça pourrait nous faire du bien. Je te prends l'exemple, par exemple, des morning routines. Beaucoup de personnes font des morning routines et font du copier-coller de ce qu'elles voient sur les réseaux sociaux parce que justement on a l'impression que si ça fonctionne pour l'un, ça fonctionnera aussi pour nous. Et donc là tu nous dis non. Même pour une routine, même pour un style de vie, ce qui va à l'un ne va pas forcément à l'autre. Et là, c'est pas que ça, c'est pas du tout médical, mais en étant unique, il faut aussi se créer une routine, un style de vie unique, propre à ce que l'on est. Exactement. Alors là, je confirme ce que tu viens de dire. C'est exactement ça. C'est que chaque personne a son hygiène à elle. D'ailleurs, moi qui me suis spécifiée dans la peau et dans l'hygiène cosmétique, chaque personne a une hygiène cosmétique à lui. Alors, il est vrai qu'on a quand même des principes de base parce que nous restons tous quand même des êtres humains. Donc, il y a des gestes, on va dire, qui sont applicables à tous et qui sont bons pour toute personne. Mais c'est vrai que c'est la nuance qui fait justement qu'on va vers une bonne hygiène cosmétique ou une bonne hygiène de vie, tout simplement. Et c'est ces nuances-là qui ne peuvent pas être amenées par des réseaux sociaux, qui ne peuvent pas être amenées par le commun du mortel pour toutes les routines. Donc, c'est vrai que Instagram, donc c'est un très bon réseau social que je ne critique pas, mais qui peut être dangereux sur certains points parce que on donne des conseils que beaucoup suivent et qui ne sont pas forcément adaptés à leur personne. Donc ça c'est vrai. Moi, en hygiène cosmétique, je vois beaucoup d'erreurs et justement beaucoup d'erreurs qui sont dues à ce que les gens ont vu, pas forcément que sur Instagram ou les réseaux sociaux, mais également sur tout ce que l'on trouve sur Google, en fait, tout simplement, et qui du coup font de gros dégâts. Parce que malheureusement, ce n'était pas du tout adapté. Donc, voilà. Donc, c'est comme par exemple, je prends un exemple extrêmement connu et extrêmement en vogue en ce moment, la fameuse vitamine C. La fameuse vitamine C, qu'elle soit prise en interne ou mise en cosmétique, donc sur la peau. Moi, je l'utilise aussi. Voilà. Donc, non, vraiment, je pense qu'il y a très peu de femmes, voire même d'hommes, maintenant, qui n'ont pas une crème à base de vitamine C, ou même qui ne le savent pas forcément, d'ailleurs. Et ce produit est très intéressant, mais encore une fois, il n'est pas... il ne peut pas être utilisé par tout le monde de la même façon parce que ça reste quand même un acide quelque part et qui peut faire de gros dégâts sur la peau, qui peut faire en sorte de l'affaiblir quelque part. Donc c'est pas des dégâts qu'on verra au court terme, mais qu'on le verra sur du long terme. Donc il faut faire extrêmement attention à ce que l'on ingère et à ce que l'on se met également sur la peau. Ouais, et c'est super intéressant parce que des fois on a l'impression que des petites choses anodines comme moi, j'ai acheté un sérum à base de vitamine C et on a l'impression, j'ai juste regardé les avis avant de l'acheter, tout le monde a dit que c'était bien, donc moi je suis partie du principe que si tout le monde dit que c'est bien, ça doit être bien, et là tu me dis pas forcément pour toi. Exactement, voilà, c'est pas forcément pour toi.
Et il faut savoir une chose, c'est que si généralement il y a une grande masse de personnes qui disent que ce produit-là est bien, c'est parce que c'est un produit qui est fort en actifs et donc c'est un produit qui est efficace sur le court terme, c'est-à-dire qui fonctionne tout de suite. Donc comme il a une efficacité assez rapide, et souvent la vitamine C a cet effet-là, c'est-à-dire qu'elle a un effet bonne mine, elle a un effet lissant au niveau de la peau, enfin, on a l'impression d'avoir une nouvelle peau. Il y a eu des abus aussi de vitamine C parce que justement, comme ça fonctionne très très bien, on en remet, on en met avec encore plus de concentration en prenant des produits encore plus forts. Et donc ça fait des gens qui ont des peaux qui sont toutes lisses, certes, mais qui sont finalement dépourvues de protection. Donc voilà, c'est pour ça que la vitamine C que tu as dans ta salle de bain, Tia, je ne sais pas laquelle c'est. Je ne dis pas qu'elle n'est pas faite pour ta peau, mais je dis que c'est intéressant, et c'est d'ailleurs pour ça que je me suis spécialisée dans ce domaine-là, de consulter justement quelqu'un qui peut t'amener vers une hygiène cosmétique en fonction des saisons également, puisqu'on change notre hygiène cosmétique en fonction des saisons. Voilà, pour t'accompagner au mieux, pour éviter les dégâts sur le long terme. D'accord. Donc après, je prendrai rendez-vous. Eh ben, j'y compte bien. Alors, dans une société où tout est axé sur des produits de grande consommation, les cosmétiques, je pense, ne se sont jamais aussi bien portés, mais pas forcément avec de bonnes compositions. Là, on passe à la partie externe. Comment faire comprendre aux gens que la nature peut être tout aussi efficace que tous ces produits qu'on nous vend, des fois très très chers? Comment tu arrives à faire ça? Alors, malheureusement, la plupart du temps, quand les gens viennent en consultation avec moi, c'est rarement dans l'optique d'une prévention. C'est qu'il y a déjà eu un problème. Donc, ce sont des gens qui sont déjà avertis par le côté néfaste de la cosmétique conventionnelle, voire même de la cosmétique naturelle, parce qu'elle s'avère parfois nocive aussi quand elle n'est pas bien indiquée. Parce qu'elle est puissante également. Donc généralement, voilà, je ne peux répondre à cette question que comme ça, c'est que les gens viennent parce qu'il y a un souci. Donc ce sont des gens qui sont là dans une optique de vouloir changer d'hygiène cosmétique. Voilà, c'est rarement de la prévention. D'accord. Voilà. Alors que l'idéal, ce serait quand même de venir pour de la prévention. Voilà, mais ça, je pense que c'est quelque chose qui viendra au fur et à mesure. Alors, la naturopathie est un métier qui n'est pas nouveau, mais qui est de plus en plus connu. Et les naturopathes spécialisés dans la peau, pour l'instant, je ne connais que moi. Donc, ça viendra avec le temps quand il y aura une grande demande. Et surtout, je pense que ça va venir au fur et à mesure, puisque comme on le sait, la cosmétique grandit de jour en jour. Il y a une marque qui sort par jour, si ce n'est plus. Donc voilà, on est de plus en plus envahi par la cosmétique. Donc il y a de plus en plus besoin d'aide à ce niveau-là. Donc ça viendra avec le temps. Voilà, la prévention. Alors, je ne sais pas si tu pourras répondre à cette question-là, si ça fait partie de tes champs de compétences, de ton champ de compétences. Comment choisir les bons ingrédients dans un produit? On doit faire attention à quoi quand on choisit un produit, que ce soit de soins ou de cosmétiques? Alors, moi, j'ai appris à lire les listes INCI, donc c'est la liste des ingrédients qu'on trouve derrière le produit. Donc, soit on le trouve sur le flacon, soit on le trouve derrière le carton, le petit carton dans lequel se trouve le cosmétique. C'est obligatoire. Une cosmétique ne peut être vendue sans que la liste INCI complète soit établie sur le produit ou sur le packaging. Voilà, c'est une norme européenne, c'est obligatoire. Ces listes INCI, je les ai appris. Alors évidemment, il y a des mots que je ne connais pas, il y a des noms barbares que je ne connais pas, donc je vais faire mes recherches quand c'est le cas. Mais à force d'avoir lu des listes INCI, au bout d'un moment, oui, on commence à connaître et je les lis plutôt rapidement maintenant. Mais pour toutes les personnes qui vont acheter leurs cosmétiques et qui n'ont pas l'habitude, ou ce n'est pas le métier, moi, ce que je recommande, même si ce n'est pas une valeur sûre à 100%, ce serait l'application Yuka. Alors, cette application Yuka, je pense que beaucoup de gens la connaissent maintenant. Elle permet en fait de scanner le code barre du produit et si le produit est référencé, chose qui est souvent le cas, Yuka va indiquer si c'est un produit qui est excellent, bon,
médiocre ou mauvais, en fonction des ingrédients qu'il y a à l'intérieur du produit. Alors, dans un premier temps, moi, je conseillerais les gens de mettre cette application. Voilà, ça les aidera de façon rapide à faire leur choix dans leurs achats. Mais il faut quand même qu'ils sachent une chose, c'est que Yuka ne prend en compte que les ingrédients et non pas la quantité des ingrédients qu'il y a à l'intérieur. C'est-à-dire que, par exemple, je prends une molécule qui est très connue et qui est très controversée, qui est le phénoxyéthanol, qui est interdit maintenant à haute concentration dans les produits cosmétiques. Yuka, quand on scanne le produit, va dire que le produit est médiocre automatiquement lorsqu'il y a du phénoxyéthanol. Mais c'est vrai que le phénoxyéthanol, dans des proportions minimes, même à application régulière, n'aura pas une interaction sur la peau dite sensibilisante. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a été interdit, c'est parce qu'il est extrêmement sensibilisant. Donc, dans un premier temps, je conseillerais Yuka, tout en gardant à l'esprit que ce n'est pas une application à 100% sûre, mais c'est quand même une aide première. D'accord. Moi, j'utilise pas Yuka, mais j'utilise, je sais pas si tu la connais, CompoScan, alors qui est vraiment dédié aux produits cosmétiques et au maquillage. Et l'idée est la même, en fait, c'est d'analyser toutes les listes d'ingrédients qu'il y a derrière un produit, en fait. Alors oui, je la connaissais celle-là aussi. Il y a CompoScan, il y a également La Vérité sur les cosmétiques que vous trouvez, qu'on trouve sur Google, en fait, tout simplement. Ouais. Il y a beaucoup de... Yuka étant, je pense, la plus connue parce qu'elle fait également la partie alimentaire. Mais oui, il y en a beaucoup d'autres. Mais encore une fois, toutes ces applications ne sont pas des sciences exactes puisque, encore une fois, elles ne prennent en compte que les ingrédients et non pas la concentration de chaque ingrédient dans le produit. Voilà. D'accord. C'est très important. Et justement, pour avoir une idée de la concentration du produit, j'ai lu que si un ingrédient était placé en tête de liste, on pouvait supposer que la concentration était beaucoup plus forte que les ingrédients placés à la fin de la liste. Exactement, c'est exactement ça, Tia. Les 3-4 premiers ingrédients de la liste INCI, on va dire qu'ils sont à 80%. Alors, ce n'est encore une fois pas une science exacte puisque toutes les compositions sont différentes, mais c'est entre 80 et 85% de toute la formule. Donc, c'est-à-dire que tout le reste est mis à 0,01, 0,2, 0,3. Donc, c'est des concentrations extrêmement minimes. Et heureusement, parce que ce sont des ingrédients qui peuvent être très forts et donc qui ne doivent pas être mis en grande concentration. Mais oui, effectivement, les 3 à 4 premiers ingrédients sont souvent la grande majorité du produit. Voilà. D'accord. Donc, au moins, ça, on peut garder ça en tête pour avoir une idée de la concentration à peu près de ce qu'il y a dans le produit. OK. Exactement. Alors, une question qui est hyper importante pour moi. Est-ce que le maquillage est l'ennemi de la peau ? Alors, non. Le maquillage n'est pas l'ennemi de la peau. C'est ce qu'on en fait et c'est celui qu'on applique sur sa peau qui peut être un ennemi. Alors, ce qui est intéressant et ce qui est important au niveau du maquillage, c'est que il peut protéger la peau, justement. Parce que, alors, sans faire un cours, justement, entier sur la peau, parce qu'on n'est pas là pour ça, le matin, justement, on va partir sur une cosmétique de protection. On va aider l'organe peau à se protéger contre la pollution, le soleil, enfin, tout ce qui pourrait justement interagir avec un vieillissement cutané de la peau prématuré. Donc, du coup, l'idée, c'est de la protéger le matin. Donc, le maquillage, même s'il bouche les pores, reste quand même une protection à la fois pour le soleil, puisque les minéraux qui se trouvent à l'intérieur d'un fond de teint, par exemple, protègent la peau, même si c'est un fond de teint qui n'est pas dit avec du SPF. Voilà. D'accord. Donc, avec une protection solaire. Donc le maquillage peut être intéressant à ce niveau-là et puis parce qu'il a aussi un effet au niveau psycho qui est intéressant, c'est-à-dire que quand on a une peau qui n'est pas forcément celle que l'on souhaiterait, le fait de la masquer quelque part peut avoir des effets psychologiques très intéressants puisque le temps de retrouver une jolie peau en ayant une cosmétique adaptée, ça permet justement d'avoir une vie sociale et donc de ne pas créer plus d'imperfections, parce qu'on sait que les imperfections peuvent être aussi créées comme un espèce de champ de protection contre l'autre personne. C'est-à-dire que, alors je ne sais pas si je m'exprime bien, mais bien sûr.
quand on a des imperfections, l'acné ça a d'ailleurs été prouvé que l'acné était parfois dû justement à un rejet social. Donc le fait d'avoir du maquillage permet parfois de retrouver un schéma social plus agréable et donc quelque part d'agir sur la peau sur le plan psychique. Donc le maquillage peut être à la fois intéressant en protection comme une cosmétique classique, voilà, et à la fois sur le plan moral et psychique. Donc non, moi je suis pour le maquillage. Encore une fois, l'idée c'est d'aller vers un maquillage qui se veut de plus en plus naturel et compétent, qui est très difficile pour ce qui est du maquillage, beaucoup plus que la cosmétique, parce que la cosmétique naturelle, on a de très très bons produits. Le maquillage naturel, il y a de plus en plus de bons produits, mais je dirais qu'en ce qui concerne par exemple le fond de teint, c'est encore très compliqué de trouver quelque chose de compétent et qui s'adapte à tous les types de peau. Voilà. Et voilà. Donc l'idée, en fait, c'est que le maquillage devient néfaste à partir du moment où on met du maquillage avec une très mauvaise composition qui vient abîmer la peau et quand on le nettoie mal le soir. C'est-à-dire que le soir, il ne faut plus que quand on aille se coucher, il y ait une trace de maquillage sur la peau. Parce que le soir, la peau doit respirer. Et le maquillage empêche justement cette respiration cutanée. Voilà. Donc oui pour le maquillage, mais avec un extrêmement bon nettoyage le soir, un double nettoyage le soir, et un produit avec une composition correcte. D'accord. Tu disais que c'était compliqué pour le maquillage d'être, on va dire, clean, mais comment on fait pour justement se maquiller si on veut bien faire ? Il y a vraiment rien, il y a aujourd'hui aucune alternative parce que alors c'est vrai que beaucoup de marques surfent sur la vague du végan, du bio, des choses comme ça. Mais par exemple, beaucoup de personnes font l'amalgame quand il y a l'appellation vegan sur un produit, parce que vegan ne veut pas dire que la compo est bonne. Exactement. Et le problème, c'est que beaucoup de cosmétiques sont véganes, mais quand on regarde derrière la composition, on se dit mais j'ai peut-être pas non plus envie de mettre ça sur ma peau, même si tu fais pas de mal aux animaux. Exactement, c'est le logo vegan ne justifie en rien le fait qu'une cosmétique soit bonne. Il y a des cosmétiques qui sont absolument terribles et qui ont un logo vegan. Donc effectivement, le logo vegan ne veut juste que dire que ce n'est pas utile. Alors qu'il n'y a pas de produits animaux animal dans la cosmétique. Donc pas de miel, voilà, pas de cochenille. La cochenille, c'est l'ingrédient phare pour faire les produits le rouge du rouge à lèvres, par exemple. Voilà, qu'il n'y a pas ce genre d'ingrédients donc de type animal et que ce n'est pas testé sur les animaux. Mais en aucun cas, ça ne veut dire que la composition d'un produit est satisfaisante. Donc le sigle vegan, donc c'est un côté éthique. Donc il y a des gens qui effectivement ne peuvent pas acheter de cosmétiques sans le logo vegan parce que c'est leur éthique à eux, ce que je comprends totalement. Mais il faut quand même faire la distinction entre le côté vegan et le côté naturel d'une cosmétique et non nocive. Voilà. Donc, est-ce que tu penses qu'on... Vas-y, termine, excuse-moi. J'ai dit c'est deux choses totalement différentes. Ouais. Est-ce que tu penses qu'on peut se fier quand même au label, par exemple, il y a un label pour le maquillage, je crois que c'est EcoCert ou quelque chose comme ça. Est-ce qu'on peut se fier à ça quand même ? Alors, oui, c'est un petit peu le même principe que Yuka. C'est-à-dire que tous les labels, que ce soit EcoCert, il y en a qui sont bien meilleurs qu'EcoCert. D'ailleurs, hein, il y a Natrou. Je pense que le meilleur, d'ailleurs, que je connaisse, c'est le label Natrou. Ce sont des labels qui permettent de certifier, en fait, quelque part, une cosmétique. Donc, oui, ça nous permet de nous diriger vers une cosmétique qui est déjà plus contrôlée. Mais ça ne veut pas, encore une fois, dire que la cosmétique est adaptée déjà à la personne et 100%, et 100% clean. Voilà. D'accord. Alors, okay. je vais spécifier, il y a des fonds de teint qui sont 100% naturels et qui sont bourrés d'huile essentielle, par exemple, pour des histoires d'odeur. Et il faut savoir que les huiles essentielles, même si elles sont extrêmement efficaces, et moi j'adore hein, les huiles essentielles, j'utilise beaucoup l'aromathérapie, à application cutanée tous les jours, ça peut être extrêmement sensibilisant parce que
Ces huiles essentielles, en fait, ont des petits composants. Comme le limonène, je vais pas, la liste est très longue, le limonène, le citronellol, enfin toutes ces molécules-là qui peuvent être extrêmement sensibilisantes. Donc ça veut dire que ce fond de teint qui est 100% naturel, malheureusement peut être extrêmement sensibilisant. Donc c'est pour ça encore une fois que les labels, les compositions 100% naturelles ne certifient pas un produit, l'innocuité d'un produit. Ouais, donc ça aussi à retenir, c'est important. Alors toi, tu es mannequin aussi, on en parlait en début de vidéo. Comment tu fais pour gérer cette tonne de maquillage tous les jours que l'on t'applique sur le visage? Parce que des fois, tu ne choisis pas ton make-up, si ou pas du tout? Je ne sais pas du tout comment ça se passe. Je ne le choisis jamais. Donc, je ne le choisis jamais. C'est un petit peu, c'est un peu le game, hein, je dirais. Voilà, c'est le métier que je pratique que depuis le début de mes études et que j'ai choisi de continuer à pratiquer malgré le fait que ça ne s'accorde pas toujours avec mon métier de naturopathe. En tout cas que ça ne va pas vers le même côté éthique. Donc le maquillage, je le gère avec mon double nettoyage du soir, c'est-à-dire que en gros, quand j'ai des jobs, je m'adapte. Donc je viens avec une peau bien hydratée, bien protégée avec mes soins, et je demande à ce qu'on ne me refasse pas mes soins et qu'on applique juste le maquillage sur mes soins dont généralement les maquilleurs sont plutôt satisfaits. Et quand je rentre chez moi le soir, eh bien, je me fais une bonne routine. Donc, je me double nettoie la peau avec une huile nettoyante. Des fois, je me fais un double nettoyage à l'huile nettoyante. Des fois, je me fais un nettoyage avec l'huile nettoyante et avec une mousse, par exemple. Et après, je me fais un petit masque pour... En fait, je vais couconner ma peau les jours où j'ai des jobs plus que les autres jours. Et quand je n'ai pas de job, en fait, je me maquille avec des choses qui sont plus adaptées à ma peau et à mon éthique également. Voilà. Donc, je m'adapte. Ça, c'est très bien. Et je crois que c'est ce qu'on devrait tous essayer de faire, mais c'est pas évident. C'est vrai que c'est pas évident. Faut avoir les astuces, faut se connaître. Et puis après, ça devient un petit peu plus facile une fois qu'on a vraiment toutes les armes en main, on va dire. Exactement. C'est exactement ça. Comment t'es devenue mannequin? Ça a toujours été un rêve? Alors, de ce que je me souviens de mon enfance, je crois que ça l'a toujours été. Effectivement, j'ai toujours eu une forme d'admiration pour la beauté, tout simplement. Et je trouve que c'est un art. Voilà, c'est un art. La beauté, pour moi, est un art. La beauté féminine, la beauté masculine. Et donc, oui, j'ai toujours voulu être mannequin. Sans pour autant... je ne pensais pas que j'avais les compétences de pouvoir l'être. Enfin, en tout cas, les attributs pour pouvoir l'être. Donc, je n'ai jamais fait en sorte de le devenir. Mais j'ai fait une très belle rencontre avec Steven Jean-Yves Zamor. Ouais. Et donc qui est devenu qui m'a justement permis de rentrer dans ce milieu-là et qui est toujours mon agent. Et du coup, j'ai découvert le milieu du mannequinat et que j'adore jusqu'à présent. Et voilà. Donc oui, ça a toujours été un rêve qui s'est concrétisé grâce à une belle rencontre plus que par une envie déterminée de le devenir. Voilà. Pour ceux qui seraient intéressés, l'agence de Jean-Yves Zamor, c'est le nom? C'est l'agence Your Angel Model, ouais. Que vous pouvez trouver facilement donc, sur Google ou sur Instagram. Et pour ceux qui sont intéressés, il suffit d'envoyer des polas, donc c'est-à-dire des photos très naturelles, de plein pied, de profil, de face, et avec toutes les mensurations, donc hanche, poitrine, taille, et puis évidemment la taille qui s'avère importante. Voilà. Est-ce que c'est un métier aussi dur que ce que l'on entend? Alors oui, c'est un métier difficile. C'est un beau métier, mais c'est un métier très difficile. La plupart des gens pensent que c'est un métier facile parce que la plupart des contrats sont plutôt bien payés, parce qu'on nous demande juste d'être jolie. Mais c'est bien plus que ça. C'est un métier qui est compliqué parce que ça demande d'avoir une hygiène de vie et de ne jamais se laisser aller. Donc je pense que comme tout
tout humain, on a envie de se laisser aller parfois. Avec le mannequinat, c'est plus compliqué. Ça demande d'être toujours dans la course, donc de se réinventer parce que la concurrence est très rude, encore plus que dans certains métiers. Et puis, ça demande de développer d'autres facultés que le physique parce que maintenant, on est dans une ère de mannequin où la personnalité est autant prise en compte que le physique en lui-même. Donc, c'est un métier qui est difficile à la fois pour des questions physiques mais aussi psychologiques. Mais justement, là, comme tu le disais, il y a vraiment cette vague de visages atypiques que l'on voit un peu partout, donc des beautés qui sont totalement différentes de ce que l'on connaissait. Comment on arrive à se réinventer? Parce que là, c'est du physique. Comment tu arrives à réinventer ton visage? Eh ben, alors, ça se joue un petit peu effectivement à la personnalité, justement parce qu'on quand on va au casting, on a 2 secondes pour montrer qui l'on est, en fait, avec un physique et parfois juste un sourire ou juste une attitude. En fait, tout se joue dans l'attitude. Donc, comment on fait pour se réinventer dans un monde où on est dans un monde de consommation extrême et le mannequinat est plus qu'atteint par ce monde de consommation? Eh bien, c'est difficile de répondre à cette question, mais je pense que le fait de rester un mannequin dit... comment je pourrais dire ça? Lorsqu'on a par exemple, je vais donner un exemple, lorsqu'on a des tatouages, lorsqu'on a donc une caractéristique physique bien particulière, donc les tatouages, effectivement, il va y avoir une demande à un certain moment, donc il y a des mannequins tatoués qui vont rentrer dans l'industrie de la mode. Mais ces mannequins tatoués, justement, ne vont pas pouvoir tout faire. C'est-à-dire qu'ils vont peut-être pas pouvoir faire de la cosmétique parce qu'ils ne veulent pas de personnes tatouées. Ils ne vont peut-être pas faire la campagne Gucci parce que eux, ils ne veulent pas de tatoués, etc. Donc, c'est-à-dire que lorsqu'on a une caractéristique physique, on s'apprête on ne peut pas tout faire, en fait. Donc, je pense que pour se donner le plus de chances que possible, c'est quelque part de rester un mannequin avec une personnalité, mais avec un physique plutôt neutre. Alors ça, c'est mon avis personnel, mais un physique plutôt neutre veut dire ne pas se donner de spécificité particulière plus que ce que l'on a déjà ou que la nature nous a déjà donné. Après, je pense que justement, on doit se réinventer dans l'attitude plus que dans le physique. Okay. Voilà, c'est mon avis pour rester polyvalent. Après, voilà, des fois, une coupe de cheveux te permet de relancer ta carrière. Donc, voilà, il y a beaucoup de chance aussi dans le mannequinat. Ça n'est pas que de la chance, mais il y a aussi un petit côté, un petit facteur chance qu'il ne faut pas négliger. Qu'est-ce que tu penses des marques de Rihanna qui justement mettent en avant tout un tas de visages, de corps, quand avant, on plébiscitait par exemple les anges de Victoria's Secret. Toi, t'en penses quoi? Est-ce que tu penses que c'est une mode et que finalement on va revenir à ce qu'on connaissait, ou est-ce que non, tu perçois que c'est vraiment un changement de mentalité et que là c'est un truc qui va vraiment s'installer pour durer? Bon, alors déjà, tout d'abord, je suis fan de Riri, donc je ne la critiquerai pas. Elle vient des îles en plus, donc entre personnes des Caraïbes, on doit se soutenir. Donc non, vraiment, premièrement, j'adore sa marque. Après, ce qu'elle en a fait, c'est-à-dire toute l'éthique qui est à côté, c'est-à-dire d'avoir démocratiser les physiques différents, on va dire, que le schéma classique qu'on avait du mannequin Victoria's Secret, par exemple. Moi, je trouve ça très bien. D'ailleurs, je pense qu'elle a été à l'origine du fait que Victoria's Secret fonctionne un peu moins bien, puisque Victoria's Secret n'a pas voulu, je pense, s'élargir, alors que Rihanna a justement... jouer le jeu, avec ces différents corps. Moi, je pense que c'est une bonne chose dans le sens où ça rejoint d'ailleurs ce que je pense du corps humain, c'est-à-dire qu'on est tous différents, on est tous uniques. Ça rejoint la naturopathie et mon éthique. Et donc, le fait d'avoir accepté les physiques comme ils étaient, je pense que c'est une très belle chose. Après,
je mettrai quand même un petit holà sur une chose, c'est qu'on voit beaucoup de mannequins qui sont justement des mannequins plus size. Ouais. Alors justement, je trouve que c'est très bien d'avoir mis en avant ces femmes pour pouvoir accepter leur forme, mais il y a toujours un côté santé que moi je prends en compte, et le fait en fait de valoriser des rondeurs, je trouve ça absolument magique, mais il faut toujours que ça reste dans une optique de santé, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont rondes parce que c'est leur morphologie, parce que tout simplement elles ont aussi des problèmes de santé, par exemple des problèmes de thyroïde qui font qu'elles ne pourront jamais être véritablement très fines, et donc c'est leur morphologie. Mais je ne suis pas pour le côté valoriser le côté un peu morbide du surpoids. Voilà. Donc ça, c'est le seul holà que j'aurai dans cette diversification des corps et de la valorisation de certains corps, tout simplement. Donc ça, c'est juste mon point, voilà, ma limite, en fait. D'accord. Entre toujours ce qui est santé et beauté. Voilà. D'accord. Mais pour que les gens qui nous écoutent et qui n'aient pas d'amalgame, parce que des fois, je sais que les gens s'emballent très, très vite. Donc, tu dis bien que toi, tu es à fond pour justement cette diversité des corps. Par contre, le côté santé doit quand même être pris en compte et c'est important. Exactement, voilà. Ce n'est pas les formes ni les corps qui sont remises en cause, c'est le côté santé. Et donc, voilà, c'est uniquement le côté santé qu'il faut prendre en compte. Parce que ça va aussi dans le sens inverse. Par exemple, des femmes trop maigres, là aussi, le côté santé doit être pris en compte et on ne doit pas valoriser justement des femmes qui sont peut-être anorexiques. Exactement, j'allais y venir justement. C'est tout ce qui est extrême et qui n'est pas justement bon. J'ai des copines qui sont extrêmement fines, en plus elles vont plus près de la trentaine, donc elles n'ont plus du tout leur corps d'enfant. Il y en a même, j'en connais même une qui a déjà eu des enfants et qui reste extrêmement fine. C'est sa morphologie, donc encore une fois, elle n'est pas anorexique, elle est extrêmement mince. Pourtant, on la verrait dans la rue, on pourrait penser que justement elle a des petits problèmes alimentaires, alors que pas du tout. Donc encore une fois, c'est que ce sont les extrêmes dus à des régimes alimentaires pas adaptés, soit trop, soit pas assez, qui me semblent dangereux. Voilà, dangereux et que je ne pourrais jamais valoriser. Voilà. D'accord, je suis totalement d'accord avec toi. Est-ce que c'est quoi un bon mannequin ? Est-ce que c'est, comme tu disais, quelqu'un qui se réinvente ou finalement c'est plus que ça ? C'est quoi un bon mannequin aujourd'hui ? Alors, un bon mannequin, c'est que ce soit une femme ou un homme, ça reste un bon businessman ou une bonne businesswoman, parce que c'est quelqu'un qui doit... c'est quelqu'un qui, même si on est extrêmement entouré, c'est-à-dire qu'on a un agent, des agences, voilà. Déjà, un bon mannequin doit être bien entouré. Moi, c'est le point de départ, il est là, c'est que si l'entourage n'est pas bon, donc l'entourage professionnel, la carrière va être compliquée. Deuxièmement, il faut être extrêmement assidu, c'est-à-dire il faut être extrêmement passionné et assidu dans ce que l'on fait, donc ne rien rater, être extrêmement proche de ses mails, être extrêmement ponctuel, faire ce que l'on demande, parce qu'il y a des critères aussi, etc. Donc, je pense qu'un bon mannequin, c'est comme tout métier, c'est quelqu'un qui est investi dans son travail et qui a une bonne structure autour de lui. D'accord. J'ai une étude de cas pour toi, mais très simple. J'ai 15 ans, je suis une fille et mon rêve depuis toute petite, c'est-à-dire il n'y a pas très longtemps, c'est de devenir la prochaine Adriana Lima. Tu me conseilles quoi ? C'est vraiment mon rêve. Je vis pas à Paris, je vis en province ou dans les îles. Je veux vraiment devenir mannequin. Je veux tout faire pour être mannequin. Je ne vois que ça. Tu me conseilles quoi ? Alors, moi, ce que je lui conseillerais en premier lieu, c'est de comprendre que le mannequinat, donc c'est effectivement un métier à part entière, mais qu'il faut qu'elle ait autre chose à côté. Alors, je vais expliquer pourquoi. Parce que maintenant, les mannequins, justement, la double casquette, et on ne l'a pas dit dans les autres questions, c'est de pouvoir avoir un projet autre que le mannequinat à proposer. Parce que le mannequinat, ça reste un mannequin
quelque part, ça reste un modèle. C'est d'ailleurs bien pour ça, en anglais, on appelle ça le modeling. On reste un modèle, en fait. Donc, pour être un modèle, il faut avoir quelque chose d'autre que le physique, je pense, dans l'ère dans laquelle on est maintenant, à proposer. Adriana Lima, par exemple, fait partie de la catégorie des mannequins un tout petit peu plus âgés maintenant, et qui n'avait pas besoin justement d'avoir un projet autre que le mannequinat. Donc moi, ce que je conseillerais à cette personne, à cette adolescente de 15 ans, c'est de poursuivre son rêve de mannequin avec un projet à côté. Voilà. D'accord. Avec un ou des projets d'ailleurs à côté à proposer pour que justement son profil soit complet. Après, au niveau de tout ce qui est critères physiques, évidemment, tout ce qui est les critères classiques du 90, 60, 90 des top modèles de l'époque restent toujours d'actualité. C'est-à-dire que lorsque l'on fait ces mensurations-là, on a quand même beaucoup de chances de faire une carrière dans le mannequinat avec un bon mètre 78, par exemple. Voilà. Donc, je n'y arriverai jamais, c'est mort. Mais justement, ce que je dirais à cette adolescente, c'est que maintenant, il y a, comme on le disait avec Rihanna, il y a une diversification qui permet justement à des filles qui n'ont pas justement les critères mannequins qu'on établissait à l'époque de le devenir. Donc, il ne faut pas perdre espoir si on ne fait pas un 90, 60, 90 et un mètre 78. Voilà, c'est vrai que ça reste des critères qui te permettent de rentrer dans une agence plus facilement, mais ton profil, et c'est pour ça que je lui conseillerais d'avoir d'autres casquettes, peut permettre de rentrer dans l'industrie de la mode, non pas avec des critères classiques, mais avec tout l'ensemble de ce qu'elle est aujourd'hui. Voilà. Après, voilà, les conseils à donner, c'est évidemment de ne pas tomber dans les excès, comme on expliquait, soit de la maigreur, soit de l'obésité, avec des régimes non adaptés, et puis surtout d'avoir un mental solide, parce que le mannequinat, c'est beaucoup de refus. Voilà, c'est énormément de refus, donc il faut avoir les épaules solides aussi pour accepter ce nombre de refus et continuer à avancer. Ouais. Et donc voilà, c'est pour ça qu'une adolescente de 15 ans, le mental, il faut le forger à partir de ses 15 ans, et il faut continuer à le solidifier et à être toujours positif. Voilà, ça rejoint un peu la question de comment être un bon mannequin, c'est de garder toujours un bon mood, quoi qu'il arrive, et en restant assidu malgré les refus. D'accord. Avant, on disait que passer la barre des 27, 28 ans, vraiment maxi, on était hors circuit. Est-ce que c'est toujours le cas ? Alors, ça n'est plus du tout le cas, heureusement pour moi d'ailleurs. Heureusement pour moi, non, ça n'est plus le cas. Maintenant, il y a des mannequins de tout âge. En fait, c'est plutôt une question de demande comment dire ça, de l'industrie, parce que voilà, il y a plus de demandes parfois d'une tranche d'âge que d'une autre. Donc non, chaque tranche d'âge a ses qualités. Je pense qu'il faut juste être belle et fraîche dans son âge. Voilà, c'est juste ça. Parce qu'on peut l'être à 60 ans. Et il y a d'ailleurs de très beaux mannequins qui ont les cheveux gris, qui sont juste magnifiques. Et je me dis, waouh, j'espère être comme ça à son âge. Oui, on peut très très bien vieillir. D'ailleurs, c'est le but, je pense, dans la vie, ça n'est pas de se modifier, de se transformer. C'est vraiment d'aller vers un vieillissement naturel, mais qui soit justement toujours dans l'idée d'un anti-âge naturel, en fait, d'une beauté naturelle, en fait. Donc non, vraiment, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Quel a été ton souvenir de mannequin le plus compliqué ? Celui où tu t'es dit, je pense que je vais arrêter là. Le plus compliqué, ça a été vraiment au niveau de la gestion de mon poids. Parce que je pense que quand j'étais plus jeune, bizarrement, j'avais plus de mal à gérer mon poids, contrairement à maintenant où je fais partie des mannequins plutôt classiques, plutôt minces, on va dire.
Et ben, j'avais beaucoup de mal à gérer mon poids. Et donc, je me suis dit, en fait, que ça n'était pas fait pour moi parce que j'avais trop de restrictions alimentaires pour pouvoir y arriver. Et donc, voilà. Donc, moi, ça a été... Je n'ai pas de mauvais souvenirs en termes de job. J'ai plutôt des mauvais souvenirs en termes d'hygiène de vie, donc ce qu'il y a à côté, donc dans l'entretien d'un mannequin. Ça, c'était compliqué. C'était compliqué, ouais, vraiment. Ce qui n'est plus le cas. Tant mieux. Et oui. Ton plus beau souvenir? Mon plus beau souvenir, il y a eu la campagne pour Arc-en-Ciel où c'était vraiment génial. Et puis, je pense que le plus beau de tous les souvenirs, parce que c'était vraiment comme une colonie de vacances, c'est quand on est parti à Casablanca avec toute une équipe de mannequins pour l'ouverture en fait d'un gros mall qui était censé concurrencer Sephora, qui s'appelle One and One. Et franchement, j'ai passé un séjour génialissime. On était maquillés, on a appris plein de choses, on a fait plein de rencontres. Donc socialement, c'était très riche. Et puis surtout, on est parti en vacances à Casablanca. Donc c'était juste génial. Voilà. Parce que c'est vrai que tu l'as dit, c'est un métier qui est compliqué, mais ça reste quand même un très très beau métier et qui permet de parcourir le monde et de découvrir des choses quand même magnifiques. Ah oui, vraiment. Franchement, être mannequin, pour moi, je suis très contente. Franchement, c'est une chance et c'est une véritable chance qu'il faut savoir saisir et qu'il faut savoir maintenir jusqu'à ce que ça s'épuise, si ça s'épuise. Voilà. Si on ne devait retenir qu'une chose, soit de toi, soit de ce que tu as dit, ou un message que tu aimerais faire passer, que ce soit ton métier de naturopathe, de mannequin, ou des deux, de la beauté, de la peau, peu importe. Si on devait retenir une chose de toi, ce serait quoi? Oh mon Dieu. Moi qui ne suis pas très concise, alors... Oh, tu peux faire long, c'est pas grave. Alors, que je comprenne bien la question, est-ce que c'est quelque chose, un message que j'ai à faire passer aux gens, ou est-ce que c'est quelque chose qui me ressemble, enfin quelque chose que je suis moi? Un message que tu aimerais faire passer. Un message que j'aimerais faire passer. Eh bien, j'aimerais... Oh mon Dieu. Ça, c'était la question la plus difficile. Oui, je crois que finalement, c'était celle-là la plus dure. Alors, j'ai eu un parcours assez atypique et j'ai perdu espoir plusieurs fois parce que je me suis perdue dans ce parcours atypique. Et si j'aimerais justement dire à toutes ces personnes qui ne se sont peut-être pas encore trouvées ou qui se sont perdues ou qui se sont retrouvées et reperdues, que justement c'est dans cette perte de soi-même que l'on apprend à se connaître, et donc parfois il est bon d'accepter de se perdre pour pouvoir apprendre à mieux se connaître. Donc il faut avoir le courage quelque part de partir à l'aventure, parce que c'est la plus belle expérience pour se sentir en vie. Je pense qu'on n'aurait pas pu mieux terminer cette émission que comme ça. Donc tu vois, c'est la question la plus difficile, mais finalement, je trouve que ta conclusion est juste magnifique. Eh ben, c'est super. En tout cas, merci Aurélie pour cette pause café. C'était vraiment super agréable. On a appris plein de choses, que ce soit sur le métier de mannequin ou de naturopathe. Alors moi, je veux prendre rendez-vous parce que clairement, je crois qu'il y a plein de choses que j'ai pas compris sur ma peau. Mais en tout cas, merci pour toutes ces informations. Bon, j'ai hâte de te retrouver alors, Tia. Merci beaucoup à toi aussi. Retrouvez ma pause café avec Tia un mardi sur 2 sur iTunes et Spotify.